le 4 mars pour ce cours de panorama. Et je voudrais commencer en fait avec une information. Je l'ai dit au cours des romans tout à l'heure. Probablement, vous avez remarqué hier que j'organisais un peu les activités concernant la dissertation. Et pour ce cours de panorama, on était plus avancé parce que des 29 étudiants inscrits, il me semble qu'il y avait 4 qui n'avaient pas encore choisi leur livre, leur œuvre pour la dissertation. Donc, hier, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé le canal juste une question de grammaire. Canal, comme ça, il y a le pluriel canot ou canal avec un S? Canot. A-U-X. Parce que le festival, c'est le festival et les festivals. Comme c'est un mot importé, ça vient le pluriel, c'est avec un S. Transport, voie par laquelle... oui, exactement. Parce que je savais que les canaux, par exemple, à Amsterdam, les canaux d'eau à Amsterdam, on dit les canaux, n'est-ce pas? Un canal, les canaux. Mais ici, dans les dictionnaires, on peut retrouver le pluriel aussi quand il s'agit de voie par laquelle on véhicule l'information. Donc, les canaux. Merci, Lorena. Et Lorena, tu veux dire quelque chose parce que tu as levé la main? Oui, je voulais dire quelque chose. J'ai des doutes à cause des canaux. Parce que le dernier semestre, tu as fermé les canaux. Par exemple, seulement moi et mon groupe peuvent voir les canaux. Et je peux voir tous les canaux des autres livres pour la discussion. Je pense que c'est de propos, tu préférais de cette manière. Oui, parce que c'était plus simple Ah, à d'accord. faire comme ça. Parce que, mais ça c'est pas grave en fait, parce que vous allez entrer dans les canaux spécifiques de l'œuvre que vous avez choisi pour les séances débat, par exemple. Donc, il n'y a pas de problème il n'y a pas de risque de se tromper dans ces cas-là. Et en fait, pour faire comme le semestre dernier, il fallait, au moment de créer chaque canal, d'aller chercher qui sont les élèves qui ont choisi l'œuvre et inviter spécifiquement ces 4, 5, 6 personnes. Donc, je laissais tous les canaux ouverts et comme ça, vous repérez à partir de l'œuvre que vous avez ou que vous aurez choisi. C'était plus simple pour moi dans ces cas. Ah, d'accord. C'est bon maintenant. Voilà. Prof. Et donc, oui. Est-ce que, je n'ai pas vu, est-ce que vous avez déjà partagé les liens du site où on doit trouver la bibliographie? Oui, en fait, je vous le montre maintenant. Je profite ici ces minutes initiales. Donc, je ne l'ai pas fait avec les élèves de roman, mais là, vous voyez ma salle, n'est-ce pas? Comment je vois la salle virtuelle. Donc, vous venez ici, Trabalhos, je ne sais pas si, en fait, si... Ah, en fait, non, c'est plus facile. Vous venez ici, dissertation, contrôle d'activité. C'est un canal créé spécifiquement pour les informations à propos de la dissertation. Et ici, vous allez voir, ça va se charger, oui.
il y a déjà 2 activités attribuées qui vous ont été attribuées. La première, c'est le séminaire débat. J'ai fait comme, parce que le séminaire débat, pour ceux qui, je vous ai donné 2 options. Soit vous participez en temps réel dans les débats et vous échangez en temps réel avec vos camarades de classe, ou vous devez répondre à une question par écrit et partager cette réponse avant le 25, parce qu'on aura la séance débat le 25 mars. D'accord. Je profite aussi pour dire, comme je l'ai fait tout à l'heure avec les élèves des romans, parce que j'ai prévu cette séance débat pour le 25 mars. Et la naissance de Caetano, mon fils, est prévue pour le 20 ou le 22. Donc, s'il naît le 20 ou le 22, c'est-à-dire que le 25, je serai en congé paternité. Et donc, on remporte cette séance à la semaine suivante, c'est pas grave. On aura 2 jours de cours, ou on verra comment faire ça. Mais si il prend son temps, comme moi je le fais régulièrement, et il ne naît pas avant le 25, on aura cette séance le 25. Pour ceux comme vous qui sont toujours présents dans ces cours synchrones, on va faire le débat ensemble, organisé autour, chaque groupe autour de l'œuvre choisie. Pour ceux qui ne peuvent pas être présents, je vais leur demander de choisir une question que je vais vous donner et répondre un petit texte, faire un petit texte. 2 secondes, il y a quelqu'un avec le micro ouvert. Et c'est bon. Et donc, je vous demande, les élèves qui ne peuvent pas être présents au cours synchrone, je leur demande de partager une opinion sur l'œuvre pour participer au débat de manière asynchronique avec les élèves. Et donc, cette séance débat vaudra 5 points. La réponse ou la participation. Moi, personnellement, je préfère la participation parce que ce sera le moment pour échanger avec les camarades de classe. Donc, je vais vous proposer quelques questions pour guider un peu le débat, mais c'est le moment où vous pouvez partager vos inquiétudes, vos difficultés de lecture, vos opinions à propos de l'œuvre, et cela va vous aider aussi à arriver à un sujet de recherche, n'est-ce pas? Le sujet de recherche, c'est le thème que vous voulez analyser dans votre dissertation, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas, pour vous donner un exemple de Montaigne qu'on va travailler aujourd'hui, juste pour vous montrer comment on choisit les sujets. Un sujet d'analyse de Montaigne serait, par exemple, la subjectivité de l'écrivain dans son texte. Parce que ça, c'est un sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, en analysant les essais de Montaigne. Donc, l'idée, c'est celle-là, d'approfondir un peu la compréhension de l'œuvre, et vous aurez encore une semaine pour définir les sujets de recherche pour la semaine suivante. Et les sujets de recherche et la bibliographie, c'est la deuxième activité qui vous a été attribuée hier. Et donc, Amanda, vous avez ici l'activité, et je vais exhiber l'activité ici pour vous montrer les sites Internet. Et en fait, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait cette modification parce que je trouve important de faire la recherche bibliographique avant de définir le sujet, parce que la bibliographie va vous aider aussi à définir le sujet, n'est-ce pas? Et donc, j'ouvre ici Exibição de aluno. Comme ça, vous aurez l'activité comme vous la voyez vous-même sur Teams, n'est-ce pas?
Et donc, nous avons ici sujet de la dissertation et bibliographie. Vence 1er de abril, à 11h59, c'est-à-dire que la date limite pour la remise de cette activité, c'est le 1er avril. Ça vaut 2 points possibles et les critères d'évaluation sont ici. Les critères sont pour cette première activité, c'est très simple. Ah non, c'est pas très simple en fait. Les critères, c'est excellent, bon, régulier et pas bon, faible, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est une nouveauté aussi. Parce que le semestre dernier, j'ai travaillé avec toutes les étapes, les premières étapes de la dissertation comme participation. Si vous faites, vous avez les points. Si vous ne faites pas, vous n'avez pas les points. Et ce semestre, ce sera différent. Pourquoi je fais comme ça? C'est une façon de vous faire vous impliquer dans cette activité. D'accord? Et donc, je ne vais pas être méchant et dire non, ce sujet n'est pas bon, donc vous aurez un demi-point. L'idée, ce n'est pas celle-là. C'est-à-dire, ce que je vais analyser, c'est si vous vous êtes impliqué, si vous vous êtes consacré à cette activité. S'il y a un problème dans le sujet, ce n'est pas grave. Je vais faire mes commentaires, on va discuter, on va échanger de messages et je vais vous aider à améliorer le sujet. Donc, ce que je vais considérer ici comme excellent, bon, régulier, faible, c'est plutôt le niveau d'engagement dans l'activité. Ce n'est pas si c'est bon ou pas bon. D'accord? Et donc, je ferme ici les critères d'évaluation et j'ouvre l'activité telle comme vous allez la visualiser. Voilà. Donc, j'arrive pas à zoomer l'écran ici. Mais vous avez donc dissertation de littérature française, panorama 2020, deuxième semestre. Œuvre choisie, donc vous tapez ici l'œuvre que vous avez choisie. Il n'y a pas besoin de signer ou de mettre votre nom parce que je le sais. C'est individuel l'activité. Et donc, nous avons ici liste de plateformes de recherche. Avant de proposer votre sujet d'analyse, faites une recherche bibliographique sur les plateformes indiquées ci-dessous afin de répertorier quelques articles qui vous aideront dans votre analyse. L'idée ici, et donc vous avez Gallica. Gallica, c'est un site lié à la Bibliothèque nationale de France et vous allez retrouver à la base des textes anciens. Mais je la mets parce que c'est une bonne source de recherche. Mais peut-être pour une œuvre contemporaine, peut-être vous n'allez pas retrouver grand chose. Percé, c'est une plateforme d'articles. Érudit, mais Percé est française. Érudit, si je ne me trompe pas, elle est canadienne. Il y a Cairn, je ne sais pas d'où elle vient, en fait. JSTOR, probablement, vous allez retrouver beaucoup plus d'articles en anglais. Quelques-uns sont payés, mais c'est possible. Ce que j'aime bien avec JSTOR, c'est de retrouver la référence. Et parfois, l'article sur JSTOR est payé, mais si on tape sur Google la référence de l'article, on est capable de le retrouver ailleurs, gratuitement. D'accord? Donc, ne payez pas pour avoir les articles. D'accord? C'est juste une plateforme de recherche et de reconnaissance. Google Scholar ou Google Academy, que vous pouvez utiliser aussi. Cielo, c'est la plateforme brésilienne. Et Library Genesis, qui est ce site russe sur lequel vous retrouvez plusieurs ouvrages complets
gratuitement en PDF, Mobi, EPUB. Et donc, c'est une de mes meilleures ressources bibliographiques. Donc, j'aime bien ça. Voilà. Donc, je vous demande de ne pas me dénoncer pour faire ce partage de recherche bibliographique. Et pourquoi je mets ces sites, ces plateformes? Parce que, comme je vous ai dit, je ne veux pas de recherche sur sites Internet comme des blogs ou des sites Internet aidant les élèves à passer le bac. D'accord? J'attends de vous une recherche bibliographique de qualité. Parce que des sites Internet comme Commentaires composés, le comptoir littéraire ou quelque chose comme ça, vous allez retrouver des informations qui vous aident à analyser une œuvre. Vous pouvez les utiliser, vous pouvez les lire, consulter, apprendre avec. Mais un site Internet comme Commentaires composés ou Comptoir littéraire ne sont pas des sources bibliographiques académiques. D'accord? Pour cette dissertation, je ne vous demande pas de faire une recherche exhaustive. Vous avez besoin de 2 ou 3 articles. Et aussi, vous n'êtes pas censé lire tous les articles. Vous allez consulter les titres, les résumés, et vous voyez si ça marche ou si ça ne marche pas pour votre sujet de recherche, pour votre intérêt sur l'œuvre choisie. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de lire les articles complets pour arriver à un sujet. Non, vous faites une première recherche, vous lisez le titre, les résumés. Si ça vous semble intéressant, vous lisez l'introduction, les considérations finales. Si ça vous semble important pour votre recherche, gardez cet article, choisissez un autre. C'est plus ou moins... Parce que ce que j'envisage avec cette activité, c'est de vous introduire dans la recherche académique. D'accord? Et aussi la recherche littéraire. Parce que les études littéraires, ça se fait comme ça. C'est en comparant les textes, les ressources, les opinions différentes. Mais comme je vous ai dit à propos des éditions utilisées de Montaigne, les études littéraires se font à partir du souci de la bibliographie qu'on utilise. Parce que la bibliographie avec laquelle on dialogue, c'est l'âme, l'esprit du travail. L'esprit du travail, mais aussi, évidemment, la capacité analytique, interprétative, oui. Mais on construit cette capacité analytique et interprétative à partir de la lecture, de la compréhension et de la comparaison de ces informations. D'accord? Et ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner tous les bases, le chemin à parcourir, mais j'attends quand même l'écriture d'un texte personnel. À partir du dialogue avec ces articles, livres, etc., vous construisez vos propres textes, sans recopier, sans faire copier-coller, et en démontrant les ressources, les références utilisées. Donc, et je vais faire ça peu à peu avec vous, pour vous aider à construire ce texte académique. D'accord? Par exemple, selon un tel, l'œuvre de Sartre, Huis clos, est une pièce de théâtre qui appartient à ces courants du théâtre de l'absurde. Donc, vous n'avez pas besoin d'arriver à ce genre de conclusions vous-même. Vous pouvez utiliser, mais vous citez, vous faites référence. D'accord? C'est ça.
C'est clair? Vous avez encore des questions ou ça va? Ingrid, j'ai vu que tu as levé la main et je ne sais pas si vous voulez me poser une question. Oui, professeur, c'est juste que pour confirmer, si on participe du débat, on doit... Pardon, ici, j'ai réussi à le rattraper. C'est joli. Parce que, il n'accepte pas en général, mais comme il participe, en général, je le montre. Pardon, Ingrid. C'est bon, professeur. J'aimais. Bon, c'est juste que pour confirmer, si on participe du débat, on doit répondre à la question aussi. Non, non, c'est une alternative à ceux qui ne suivent pas les cours synchrones. Ah oui, c'est bon, merci. Oui, oui. Parce que en fait, comme je vous l'ai dit, moi, je préfère l'échange en temps réel, l'échange dans les cours synchrones. Parce que, d'abord, c'est plus facile de partager vos impressions. C'est une activité aussi que vous pouvez parler un peu plus, n'est-ce pas? Donc, je préfère. Mais comme je sais qu'il y a des élèves qui sont inscrits à ces cours, mais ils suivent les cours à partir des vidéos, ils ne sont pas là. Par exemple, là, tout de suite, nous sommes 16 personnes en ce moment, mais nous sommes 29 personnes inscrites. Donc, il y a ici presque la moitié des élèves qui ne sont pas là en ce moment. Et comme on est dans ce système d'enseignement à distance, je dois aussi penser à ces élèves. Donc, je leur donne la possibilité de participer de manière asynchronique, en laissant un mot, en laissant une petite réflexion sur l'œuvre choisie. Mais si vous êtes là présent, non, c'est la participation orale ici, l'échange avec les élèves, avec vos camarades de classe. D'accord? Lorena? Prof, à propos du site de recherche, j'ai envoyé pour vous un lien. Je demandais si je peux utiliser aussi les halles archives œuvres. Tu m'as envoyé ça par message privé? Non, sous le chat du... Ah, d'accord. Je vais le voir ici. De la classe. Ah, pardon. Oui, parce que ce site, si je ne me trompe pas, c'est où on partage les thèses et les dissertations de master, les mémoires, etc. Donc, oui, c'est bon. C'est bon. Parce que, en fait, mon parce que souci... j'aime ce site. Je faisais quelques recherches déjà. Oui, donc je vais ajouter ce site aussi sur l'activité. D'accord? Je vais l'ouvrir ici et après le cours, je vais l'ajouter. C'est vrai parce que normalement, je le retrouve quand je fais des recherches sur Google. Et bêtement, je n'avais pas pensé à ce site comme plateforme de recherche. Ouais. C'est plus ou moins comme à l'UNB, nous avons le repositório da bibliothèque centrale. Ouais. Donc, oui, parce que en fait, Lorena, quand je se soucie par rapport aux références, je cherche les références académiques dont on est capable de repérer qui sont les auteurs. Et par exemple, une thèse de doctorat, une dissertation de master, un mémoire de licence, c'est un texte qui a été dirigé par un professeur, il a passé par un jury. Donc, même si on peut ne pas être d'accord avec une interprétation ou une autre, c'est un texte académique, n'est-ce pas? Donc, merci pour ce partage. Là. D'accord, merci. Et encore des questions, c'est bon?
Juliane, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Non, en fait, non, j'ai écrit sur le chat mes excuses parce que je suis arrivée en retard parce que j'étais dans un rendez-vous au travail. Et bon. Ah, d'accord. Et le oui, c'est parce que Lorena avait mis le lien et tu as demandé bon. Tu as dit, je ne sais pas si c'est le site qui, Oui. et bon, oui, c'est juste ça. OK, merci. C'était une information de ce que tu disais. D'accord, merci. Et donc, une information importante aussi pour la dissertation, c'est que aujourd'hui, on aura les résultats des moniteurs des cours. Et là, c'est le cours de Panorama. J'ai déjà une monitrice pour ces cours, mais le résultat officiel sera à publier aujourd'hui, il me semble. Donc, ce sera quelqu'un qui pourra vous aider avec ABNT, la recherche de ressources académiques, mais aussi si vous voulez, vous pouvez demander à Juliane, à Raphaël, parce qu'ils peuvent vous aider avec ces difficultés. Et aussi, je profite des élèves plus avancés ici. Mais aussi, ce genre de questions, vous pouvez me poser dans le canal général parce que ça sert à tout le monde aussi. Ouais. Ou avant que je ne réponde, si vous avez la réponse, vous pouvez répondre à vos camarades de classe aussi. D'accord? Je ne sais pas si Marcus est un élève de Panorama ou de Roman, parce qu'il m'a envoyé un email et je ne l'ai pas répondu par displicence, je dirais, parce qu'en fait, il avait des informations qu'il me demandait s'il pouvait partager sur Teams. Et là, je profite, comme on parle à propos de ça, oui, si vous avez des informations intéressantes concernant le cours, vous pouvez partager librement dans le canal général, laisser un message, laisser un mot, et comme ça, on échange ce genre d'informations. D'accord? Donc, c'est ça. Pour les chapitres dissertation, c'était les informations. Bon, je laisse le chat ici sur mon portable et on commence. Donc, aujourd'hui, on va parler encore de Montaigne et comme je vous ai dit, là, je parle de la qualité de source bibliographique. Vous avez remarqué que je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais partager ici le PDF et je mets sur Montaigne. Ouais. Donc, hier, je vous ai laissé ces mots disant que j'avais retrouvé d'autres éditions de Montaigne et en fait, cette première version, et je vous l'ai dit mardi, j'aime bien parce que j'ai dans un seul document, PDF, et en plus, ce document PDF, il n'est pas lourd, donc c'est léger, c'est facile à télécharger, à l'ouvrir. Nous avons les 3 tomes des essais. En plus, le texte, c'est le français moyen ou ancien. Lorena, est-ce que tu as demandé à René à propos du français de Montaigne? J'ai oublié. Pardon, D'accord. professeur, j'ai oublié. Il y a beaucoup de choses pour faire. J'ai oublié hier de demander. Mais je vais faire ça. Je vais parler pour vous quelques jours. D'accord?
Je vais écrire D'accord, dans mon pas grave. cahier pour ne Sinon, oublier pas. ouais, d'accord. Sinon, je vais lui demander sur WhatsApp, parce que nous avons un groupe des Je- professeurs de français. C'est Je bon, peux lui prof, demander. parce Voilà. que ma vie, c'est une chose très folle maintenant. D'accord, t'inquiète pas. Mais donc, en revenant à l'édition partagée, comme je vous ai dit, donc j'aime bien parce que c'est un document léger, j'aime bien parce que c'est le français moyen ou ancien. Par contre, c'est une édition numérique retrouvée sur Internet. Donc, vous voyez la dernière page. Nous avons ici quelques informations, genre les essais, livres 1999, trimégiste pour trismégiste pour l'établissement du texte et la mise en HTML. Édition e-book France. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'informations sur qui a été l'organisateur, l'éditeur. Ça se finit dans l'avant-dernière page. La première page ici, c'est cette image et la page suivante, c'est déjà la table de matière. Et on commence. Et ici, je passe à l'autre édition, l'édition en 3 tomes, les tomes 1, les tomes 2 et les tomes 3, que j'ai partagé hier. Et donc, vous voyez la différence des qualités. Ici, c'est vraiment, on peut faire confiance à ces livres-là. Et vous voyez, c'est folio. En fait, ça, c'est une version comme, je vous montre, oui, exactement. Ici, j'ai les pensées de Pascal 2, le deuxième tome. C'est une version folio aussi. Et donc, c'est, je sais pas, quelqu'un qui a numérisé une édition papier ou, je sais pas, peut-être la maison d'édition a disponibilisé ce volume-là, ces 3 volumes. Et vous voyez, j'avais oublié mardi, nous avons donc le 3e tome, la préface de Maurice Merleau-Ponty, un philosophe, je ne sais pas si le philosophe même, c'est un philosophe phénoménologique, n'est-ce pas, si je peux le dire comme ça. Le 2e tome, c'est Albert Thibaudet, un important critique littéraire. Et le premier, c'est André Gide, qui était éditeur aussi. Je ne sais pas s'il était éditeur de Gallimard. Je pense que oui. Pour quelques années, il a été l'éditeur de Gallimard. Et donc, ici, c'est ce qu'on appelle la 4e couverture. Mais à l'intérieur, vous voyez la différence, n'est-ce pas? Nous avons toutes les informations, livre premier, édition présentée, établie et annotée par Pierre Michel, la préface. Donc, Pierre Michel, c'est celui qui a établi le texte. Et quand on parle d'établir le texte, c'est de comparer différentes versions du texte, différentes versions historiques du texte. Et quoi d'autre? Nous avons ici les informations, édition Gallimard, 1965, pour l'établissement du texte, etc. Donc, voilà, nous avons la préface. Je viens ici à la dernière page, nous avons la table de matière avec tous les chapitres. Et je vous montre ici, nous avons la préface de Gide, qui va jusqu'à la page 27, si je ne me trompe pas. Voilà. Et nous avons donc cette présentation de Pierre Michel. Donc, il va parler un peu de Montaigne, donc l'éducation originale, la carrière juridique. Et donc, nous avons plusieurs aspects de la vie et de l'œuvre de Montaigne. J'avance ici parce que là, il nous fait connaître, il nous présente Montaigne.
et c'est un peu lourd ici. Donc voilà, Pierre Michel. Et nous avons ici principales éditions. C'est une note, c'est ce qu'on appelle une note, n'est-ce pas? Donc, il va nous parler des principales éditions des essais, c'est-à-dire Montaigne, il a fait publier des éditions ou des versions des essais quand il était vivant. Il a même changé ou rajouté des informations à des essais déjà publiés. Donc, c'est intéressant parce qu'on est capable de voir les rajouts, les différences du texte de la première publication à la cinquième, si je ne me trompe pas, c'est la cinquième ou la sixième qu'il a fait en vie. Et donc, nous avons ici les informations sur les éditions des essais. Et nous avons aussi une information sur l'établissement du texte par Pierre Michel. Donc, il va nous dire ici comment il a organisé ce texte, comment le texte a été traduit en français moderne, etc. Et ensuite, on entre finalement dans le texte. Donc, vous voyez, nous avons cette différence des qualités d'édition. Nous avons 50 pages d'explications sur Montaigne et le texte. C'est beaucoup, c'est très différent de la version que j'utilisais avant. Mais cela dit, qu'est-ce que cela implique pour nos cours? Évidemment, le texte, le premier document, celui que je vais utiliser, par exemple, pour ces cours-là, j'ai déjà comparé le texte avec d'autres éditions, et c'est plus ou moins le même texte, d'accord? Mais si, par exemple, je décide d'écrire un article sur Montaigne ou je vais faire une thèse sur Montaigne, je ne peux absolument pas utiliser le premier document. D'accord? Parce que ce n'est pas un document fiable. Je ne peux même pas faire la référence selon les normes de la BNT. Parce que je n'ai pas... non, j'ai l'année de publication, mais je n'ai pas des informations, par exemple, sur l'éditeur, la personne qui a établi le texte, etc. D'accord? Mais je vais l'utiliser pour les cours d'aujourd'hui parce que ça suffit pour les cours. D'accord? Et donc, je vais juste chercher ici les pages que je vous ai demandé à lire. Donc, je ne vais pas répéter ici cette première page au lecteur. C'était juste... Pardon. Voilà. En fait, c'est que j'ai... tout d'abord, avant d'entrer dans le... avant de commencer à parler et ne plus arrêter, je vous demande, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à Montaigne? Est-ce que vous avez lu un ou plusieurs essais? Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Et pendant que vous pensiez à quoi dire, n'oubliez pas que dans le programme des cours, nous avons une activité à 12 points et demi pour chaque. En fait, je pense que pour Panorama, c'est 16e, 17e, 18e, 19e et 20e. Donc, ce sont 5 activités. Je vais vous donner une activité sur Montaigne à 10 points, d'accord? Après cette discussion sur Montaigne, je vais vous donner une petite activité à répondre, d'accord? Donc, vous avez quelque chose à dire par rapport à Montaigne? Pendant que ce silence
nous crie aux oreilles. Raphaël, est-ce que dans tes études d'histoire, vous étudiez plus ou moins, ou vous faites référence à Montaigne, ou pas du tout? Ah oui, surtout les essais parce que il parle d'un moment du 16e siècle jusqu'au le période que la France a envahi les territoires du Brésil. Donc, il y a quelques références dans la France antarctique qui c'était dans la région du Rio. Donc, il a toujours étudié aussi. Mhm. On va voir des extraits des cannibales aujourd'hui. Ouais, Ouais. les chapitres. Ouais. Voilà. Et donc, c'est intéressant et aussi, d'une certaine façon, pour reconstruire un panorama historique. Ici, tu nous as apporté cette relation France-Brésil, mais pour reconstruire l'imaginaire ou la façon de penser de l'époque, Montaigne il est important justement parce que ces essais sont une espèce de témoignage aussi, pas de la vie en général, parce que Montaigne il représente une partie très, très spécifique de la société, de classe sociale, etc., parce qu'il était un noble, riche, etc. Mais quand même, ça reste un témoignage important de la façon de penser, de vivre, des habitudes de l'époque, n'est-ce pas? On est capable aussi, à partir de la littérature, d'appréhender la façon, ce que j'appelle l'imaginaire de l'époque, par exemple, à partir de la littérature. La littérature nous donne ces témoignages de la façon d'aimer, la façon de penser, la façon de vivre d'une certaine époque. Il y a une représentation de la société de l'époque dans la littérature. Donc Montaigne nous aide aussi à reconstruire ou à comprendre l'époque, son époque, l'époque dans laquelle il a vécu. Voilà. Et donc, peut-être, avant d'entrer dans les commentaires généraux sur les essais, je voudrais faire un petit peu différent. Je ne sais pas, c'était Luciane Cher, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Bonjour, je suis là. Bonjour. Bonjour, Luciane. Parce que tu m'as posé la question sur les essais de Montaigne et les essais de Sartre dans les situations. Et j'avais commenté, j'avais fait référence à Adorno, le philosophe allemand, immigré aux États-Unis. Et j'avais fait référence à ce texte d'Adorno, qui est présent dans ce texte, Notas de Literatura 1. C'est drôle parce que je n'ai jamais retrouvé les autres notes de littérature en portugais. Donc, je connais en portugais que Notas de Literatura 1. Mais j'ai un PDF en espagnol avec toutes les notes, tous ces ouvrages connus comme notes de littérature d'Adorno en espagnol. Donc ici, c'est ce célèbre livre en portugais. Et nous avons ici le premier essai, c'est O ensaio como forma. Donc je ne l'ai pas en français, je vais l'utiliser en portugais ici. C'est un essai d'Adorno. On peut presque dire que c'est un texte métalinguistique parce que c'est un essai pour parler de la forme essai, et c'est surtout philosophique.
Et en même temps, c'est une espèce de texte méthodologique, c'est-à-dire il va nous dire comment ou quelles sont les particularités de l'essai, au moins de l'essai philosophique, comme lui, Adorno, il les comprend. Et donc, je vais profiter ici, le texte est plus long, plus complexe même, mais je vais utiliser juste un extrait ici, avec vous, je vais lire et commenter, juste pour vous faire réfléchir sur ce genre textuel, ce genre littéraire et philosophique, l'essai, connu aujourd'hui comme l'essai. Et pourquoi je le fais? Parce que Montaigne, comme j'ai commencé à introduire mardi, d'une certaine façon, il est le fondateur de ce genre de texte dans la modernité. Et dans ce texte-là de Luiz Costa Lima, ce livre, Limites da Voz, Montaigne, Schlegel, il va parler un peu de l'importance de Montaigne dans le genre essai et en plus de la subjectivité, comme je vous ai dit mardi. Aujourd'hui, on va entrer dans l'analyse, dans les textes de Montaigne et je vais vous montrer comment cette subjectivité, ou peut-être je peux même me corriger, je ne vais pas dire, parce que la subjectivité elle est claire, mais comment les sujets Montaigne s'introduit dans ses propres textes. D'accord? Et avant de faire ça, je profite ici d'un paragraphe d'Adorno pour parler de ce genre essai. Et donc, je zoome pour faire voir. E je dis ici, juste um extrait, o ensaio é, ao mesmo tempo, mais aberto e mais fechado do que agradaria ao pensamento tradicional. Mais aberto na medida em que, por sua disposição, ele nega qualquer sistemática, satisfazendo a si mesmo quanto mais rigorosamente sustenta essa negação. J'aime pas trop Adorno, en tant qu'écrivain, je vais dire comme ça, il est philosophe, mais j'aime pas sa façon d'écrire. C'est un peu, il y a trop de tournure du texte. Je pense que d'autres philosophes de sa génération, comme Walter Benjamin, sont plus intéressants, sont plus littéraires en quelque sorte. Mais suivons Adorno ici. O ensaio, ao mesmo tempo, mais aberto, mais fechado do que agradaria ao pensamento tradicional. D'abord, quand il dit ici des pensées traditionnelles, contrairement à l'essai, l'essai philosophique ou l'essai des pensées, l'essai critique, c'est une façon, on peut dire qu'il s'agit d'une façon d'écrire. La façon, c'est une façon d'écrire, mais c'est aussi une façon d'organiser les idées, une façon d'organiser les idées dans un texte écrit. Et cette façon d'organiser les idées dans un texte, elle ne suit pas une systématique, une façon systématique de penser, surtout une certaine tradition philosophique. On est un peu, c'est-à-dire qu'on est un peu plus libre pour s'exprimer ou pour faire des connexions d'idées, pour élaborer un argument, pour élaborer une pensée. D'accord? Et avec Montaigne, on verra comment il est libre pour faire ce chemin-là, pour, comme je vous ai dit mardi, comment il se sent, comment Montaigne se sent libre pour nous promener avec lui dans ses idées. N'est-ce pas? C'est ça, en fait, c'est ça qui est intéressant chez Montaigne. Il est libre, il se sent complètement libre pour s'introduire dans les textes et dire « moi, je pense comme ça et moi, j'ai quelque chose à vous dire ».
et je vais vous dire comme ça. Et il se promène un peu librement. D'accord? Les connexions entre les idées sont les connexions comme elles viennent à son esprit et pas, elles ne respectent pas forcément une systématique ou une systématisation traditionnelle de la philosophie. D'accord? Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, nous avons cette façon académique d'écrire un article. On nous demande, par exemple, dans l'introduction, de démontrer quels sont les objectifs, quel est le sujet de recherche, et aussi, si possible, d'avancer sur les conclusions ou les considérations finales. Et puis, on va exposer la méthodologie utilisée. Donc, pour faire cette interprétation, j'ai utilisé cette théorie. Cette théorie consiste à ça, etc. Et puis, on commence l'analyse. Un essai, il n'a pas besoin de parcourir ce chemin-là. D'accord? On peut commencer tout simplement comme, je sais pas, par exemple, j'essaye de penser à quelque chose, je n'avais pas pensé à un exemple. Mais on va voir ça avec Montaigne. Mais par exemple, dans un essai, je pourrais commencer comme ça. Par exemple, on imagine, je vais faire une analyse ou une réflexion sur l'actualité du Brésil, n'est-ce pas? L'actualité de l'élite brésilienne. Et je commence comme ça. Mon père m'a dit une fois que dans la ferme où il est né, il y avait un patron et la relation du patron commençait comme ça. Et à partir de cette information personnelle, ou sinon, au lieu d'essayer d'élaborer un exemple ici, j'ai un exemple bon, un très bon exemple d'un professeur de relations internationales que j'ai vu dans un congrès à Belo Horizonte. Et c'est un très bon exemple. Souvenez-vous du petit garçon syrien qui a retrouvé mort sur la plage en 2015, si je ne me trompe pas. Il était dans un petit bateau, des gens qui fuissaient la guerre et ils ont essayé de traverser la mer Méditerranée, si je ne me trompe pas. Le bateau a échoué et plusieurs personnes sont mortes dans cet incident ou cet accident. J'ai oublié le nom de ce petit garçon, mais il a été retrouvé mort sur la plage. Ça a été très touchant à l'époque. Et on était dans un congrès de relations internationales. Et ce professeur a commencé sa présentation en racontant qu'il était en face de son ordinateur. Il avait sa petite fille était née. Sa petite fille avait plus ou moins le même âge que ce petit garçon syrien. Et donc, il a vu l'image, la photo du garçon retrouvé sur la plage. Il se levait et il nous a raconté en première personne. J'étais chez moi, je lisais des infos et je suis tombé sur l'image du petit garçon syrien retrouvé mort sur la plage. Ça m'a touché vraiment parce que j'ai une petite fille à l'âge de ce garçon. Je me suis levé, je suis allé à la chambre de ma fille. Je l'ai vue couchée sur plus ou moins dans la même position que le petit garçon, mais elle était dans son berceau et elle dormait tranquillement. Et ma fille, et je me suis mise à penser, ma fille, elle est en sécurité chez elle, elle a un document d'identité, elle a des parents, elle a une adresse
une adresse précise. Ce garçon, il est mort sur la plage, il n'avait pas de document, il n'avait pas de nationalité, etc. Et à partir de cette réflexion, et c'était, vous voyez, moi je me souviens de la scène, je trouve touchant encore aujourd'hui, parce qu'à partir de cette réflexion, il a commencé à penser sur, ou à réfléchir sur les sans-papiers, l'immigration, etc. Donc, vous voyez là, il n'a pas suivi les règles académiques. Aujourd'hui, je vais parler d'immigration, je vais parler de la condition de citoyen. Qui sont les citoyens? Qui est le national d'un certain pays? Apatride, ou etc. Non, il a oublié ça, il a fait un récit sur quelque chose et c'est plus ou moins cette idée-là. Il nous a pris par la main et nous sommes allés avec lui. Je ne t'écoute plus, prof. Moi non plus. Pardon, j'ai perdu la connexion du... Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui, d'accord. Donc, on a perdu la connexion rapidement. Qu'est-ce que vous avez entendu? Aylan Kourdi, merci, Raphaël. Donc, vous m'entendez maintenant? Oui. D'accord. Donc, je disais ça. C'est professeur de Relations internationales. Il est professeur à Puquihig. Et donc, ce qu'il a fait, c'est presque nous prendre par la main et il nous a fait promener par sa réflexion avec lui. D'accord? Donc, c'est un très bon exemple de quelqu'un qui se sert de sa subjectivité, de sa place de sujet en tant que personne, penseur, professeur, etc. Il se met personnellement dans cette réflexion, dans sa recherche, et il fait sa réflexion. Et en plus, Adorno dit dans son essai que dans l'essai, on met ensemble deux choses qui sont différentes, mais qui sont en quelque sorte proches dans l'esprit. C'est quelque chose comme ça qu'il dit. On fait des connexions que nous sommes capables de voir et que pour les autres, parfois, cela n'est pas si évident. D'accord? Et donc, vous voyez, quand on voit l'image du petit Aylan couché sur la plage, et on part d'une autre image, qui c'est l'image de ses professeurs, quand il voit sa fille couchée dans le berceau, il fait la connexion entre les deux enfants, et la condition politique, la condition je dis politique ici au niveau de citoyenneté, de papiers, documents, etc. Et les conditions de vie qu'elle va avoir, sa fille va avoir, et le petit Aylan ne va plus avoir. Donc, vous voyez que ce sont des choses différentes, mais qu'il y a une connexion entre elles, mais la connexion est établie à partir d'une vision subjective. Vous voyez? Et moi, je trouve cet exemple excellent. Et puis, c'était intéressant parce qu'on a eu une espèce d'atelier dans lequel chaque professeur a raconté un peu sa procédure d'écriture de la présentation. Et ces professeurs a parlé un peu plus, c'était très intéressant. E donc, je reviens ici. O ensaio é ao mesmo tempo mais aberto e mais fechado do que agradaria ao pensamento tradicional.
mas aberto na medida em que sua disposição, na medida em que, por sua disposição, ele nega qualquer sistemática, satisfazendo a si mesmo quanto mais rigorosamente sustenta essa negação. Os resíduos sistemáticos nos ensaios, como, por exemplo, a infiltração nos estudos literários, de filosofemas já acabados e de uso disseminado, que deveriam conferir respeitabilidade aos textos, vale tão pouco quanto as trivialidades psicológicas. Mas o ensaio é também mais fechado, porque trabalha enfaticamente na forma da exposição. A consciência da não-identidade entre o modo de exposição e a coisa impõe à exposição um esforço sem limites. Et c'est ça, cet effort sans limite. On a l'impression que, par exemple, dans les essais de Montaigne, comme si c'était hyper naturel, mais en fait, il y a un génie, il y a un travail, il y a la capacité personnelle de faire ça. Parce que si on se dit, ouais, je vais faire un texte pareil, peut-être la qualité ne sera pas la même, n'est-ce pas? Ça semble, ça c'est la génialité, ça semble, dans les cas de Montaigne, ça semble hyper naturel, mais il y a une capacité, il y a un génie, il y a quelque chose de propre à Montaigne à faire ces dialogues avec nous. D'accord? Encore, juste un petit peu, apenas nisso o ensaio é semelhante à arte. Donc, apenas nisso, la façon de disposer les arguments ou les phrases du texte. C'est semblable à l'art. Et ça, c'est intéressant, et c'est pour ça que j'arrive quand même à apporter Montaigne dans un cours de littérature, parce qu'il y a quelque chose dans son discours qui nous fait penser à la littérature, parce qu'il nous raconte quelque chose. N'est-ce pas? Donc, les discours de Montaigne, les réflexions, les pensées de Montaigne, ça nous fait penser à un narrateur. N'est-ce pas? Donc, apenas nisso o ensaio é semelhante à arte. No resto, ele necessariamente se aproxima da teoria, em razão dos conceitos que nele aparecem, trazendo de fora não só seus significados, mas também suas referências teóricas, seus referenciais teóricos. Mas certamente o ensaio é cauteloso ao se relacionar com a teoria, tanto quanto com o conceito. Voilà. Et puis ça va, Adorno, il va se rallonger dans cette réflexion théorique ou philosophique sur l'essai, qui ne nous intéresse pas tant que ça. Ici, on s'intéresse plus à la particularité de Montaigne qu'à une réflexion plus large sur le genre de l'essai. Mais ça, c'est intéressant parce que il y a quelque chose de littéraire dans les essais, il y a quelque chose de philosophique, il y a quelque chose de théorique dans ces textes. Ça, c'est la richesse de Montaigne et d'autres qui sont venus après. Parce que assez souvent, on compare aussi Rousseau, par exemple. Je vais vous apporter quelque chose de Rousseau quand on parlera du XVIIIe siècle, par exemple. D'accord? Et Rousseau, par exemple, dans les Confessions, il se met aussi en tant que sujet dans les textes. Peut-être je peux faire cette comparaison. Je peux faire cette comparaison quand on parlera de Rousseau et de XVIIIe siècle, juste pour comparer un paragraphe de Rousseau et un paragraphe de Kant, qui était plus ou moins contemporain. Et on va voir ce qui est un texte philosophique pur, dur, comme la critique de la raison pure, et les confessions de Rousseau, par exemple. N'est-ce pas? Ce ne sont pas des textes du même ordre, n'est-ce pas? Mais ça va.
on peut faire ce genre de comparaison. Donc, je laisse de côté le texte d'Adorno ici et je reviens au texte de Montaigne. Voilà. Et je veux entrer tout d'abord. Nous avons donc discuté cette espèce de préface ou de prologue au lecteur. Et ensuite, on passe à la page 97 du texte. 97. En fait, 97, c'est justement l'essai dont on a parlé ici, Raphaël et moi, les cannibales. Et donc, ici, comment je peux dire non, en fait, oui, ça va. On entre dans le texte. Parce que les cannibales, ici, nous avons une réflexion critique de Montaigne à la façon de penser de son époque. Donc, nous avons ici quelque chose d'intéressant parce que c'est quelqu'un qui sera critique à une vision du monde courante à son époque. N'est-ce pas? Et comme disait Raphaël, ça c'était le premier siècle de la découverte des Amériques. Pas de la découverte, on corrige le terme, de l'invasion ou de la conquête des Amériques par les Européens. C'est pas la découverte. C'était déjà découvert bien avant. Mais c'est intéressant. La réflexion de Montaigne ici. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi le cours de littérature française, littérature des langues françaises 1 Amérique avec Sidney, parce qu'il me semble que Sidney commence la littérature des Amériques, française des Amériques, avec ce texte de Montaigne. Moi, je commence déjà avec les textes. En fait, moi, je fais une approche différente. Dans les cours des Amériques, moi, je commence avec une réflexion sur l'idée de francophonie et j'entre dans les mouvements de la négritude, de la créolisation de Glissant, Édouard Glissant, et puis je fais une réflexion en arrière. Mais j'aime bien cette idée de Sidney quand il propose cette réflexion sur la littérature en langue française des Amériques à partir de ce texte de Montaigne. Donc, on lit ici ensemble le début du texte. Et vous voyez l'exemple que je vous ai donné du professeur de Pouquihue. Il commence sa présentation sur une expérience personnelle de contact avec la mort du jeune Aylan. Et ici, nous avons Montaigne qui introduit sa réflexion sur les cannibales et sur les barbares de cette façon. Quand le roi Pyrrhus passa en Italie après qu'il eut reconnu l'ordonnance de l'armée que les Romains lui envoyaient au devant, je ne sais, dit-il, quels barbares sont ceux-ci, car les Grecs, et nous avons ici une parenthèse, car les Grecs appelaient ainsi toutes les nations étrangères. Donc, vous voyez, deux phrases, il parle de l'Italie et puis il parle des Grecs anciens et la notion de barbare chez les Grecs. Mais la disposition de cette armée que je vois n'est aucunement barbare. Autant en dire les Grecs que celle de Flaminius fit passer par leur pays, en leur pays. Et Philippus, voyant l'ordre et la distribution du camp romain en son royaume sous Publius Sulpicius Galba,
Voilà comment comment il se faut garder de s'attacher aux opinions vulgaires et les faut juger par la voie de la raison, non par la voie commune. Donc, il prend un exemple, il introduit cette réflexion sur on ne peut pas prendre, on ne peut pas juger, je vais souligner ici. On ne peut pas juger par la voie commune, mais plutôt par la voie de la raison. Et comme ça, il va construire son argument que cette idée de barbare n'est pas au sens commun, ou ne doit pas être prise au sens commun. Et il nous dira ici, j'ai eu longtemps avec moi un homme qui avait demeuré 10 ou 12 ans en cet autre monde qui a été découvert un autre siècle, en endroit où Villegaignon prend terre qu'il surnomma la France atlantique. Cette découverte d'un pays infini semble des grandes considérations. Je ne sais si je me puis répondre qu'il ne s'en fasse à l'advenir quelque autre, tant de personnages plus grands que nous ayant été trompés en cette-ci. J'ai peur que nous ayons des yeux plus grands que les ventres et plus de curiosité que nous n'avons de capacité. Et donc, il va développer cette idée que peut-être ceux qui sont barbares, ce ne sont pas les autres. N'est-ce pas? J'ai ici, je ne vais pas tout lire, évidemment, j'ai quelques extraits choisis ici pour commenter. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez ici, or, je trouve, pour revenir à mon propos, donc vous voyez que dans ces genres d'essais, il y a des digressions. Et si on pense à un texte systématique, académique, on va être reproché si on sort du sujet qui doit être abordé, n'est-ce pas? Et ici, comme il y a ces côtés artistiques, ces côtés littéraires, c'est comme si on nous racontait quelque chose, n'est-ce pas? Et donc, quand on raconte quelque chose, on ouvre des parenthèses, on fait des digressions et on revient à nos propos, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici, or, je trouve, pour revenir à mon propos, pour revenir je pensais à une autre chose. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, assez qu'on m'en a rapporté. Sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme devrait, nous n'avons autre mire de vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Donc, vous voyez qu'ici, il commence à relativiser la notion de barbare et de barbarie. On va appeler barbare l'autre parce qu'on n'est pas habitué à ses habitudes. Donc, ce qu'il nous propose ici, c'est de faire attention au jugement selon lesquels on dit que l'autre est barbare, mais c'est juste une culture différente. Et ce qui est important, je n'ai pas mis en relief avant, mais en fait, je compte ce week-end enregistrer une vidéo pour parler du moment historique de l'humanisme, parce qu'on considère Montaigne un humaniste, et dans ce sens, il va mettre en avant l'homme, n'est-ce pas? L'homme est plus important que, par exemple, une idéologie religieuse ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et donc, ici, il essaye de voir ou de regarder l'autre comme quelqu'un comme lui, comme une personne digne de respect. Et donc, cette idée de barbare et de barbarie ne doit pas ou ne devait pas être utilisée.
Donc, voilà. À quel exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes? Je suis là, ici. Là, là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes les choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature de soi et de son progrès originaire a produit. Là où la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. Or, ceux-là sont vives et vigoureuses, les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés. Ici, il y a un argument intéressant aussi, parce que c'est comme s'il jouait avec l'idée. On appelle l'autre barbare et sauvage, et nous sommes, je dis nous ici, la France, j'entre dans la pensée de Montaigne, comme si nos habitudes, c'était des habitudes naturelles. Mais en fait, il reconnaît que sa culture rend ses habitudes artificielles, artificielles dans le sens culturel. On n'est plus un esprit de la nature, comme un bon sauvage, on peut le dire, mais on est déjà introduit ou inséré dans une culture. Et être introduit et inséré dans une culture, cela veut dire que nos habitudes sont déjà artificielles. Elles ne sont plus naturelles. D'accord? Et en plus, il suit ici, voilà, lesquels nous avons abastardis, en ceci, les accommodant au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant la saveur même et délicatesse se trouvent à notre goût même excellent à l'envie des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là, sans culture. Ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffé. Si est-ce que partout où sa pureté réduit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. Donc, ici, ce qu'il propose dans cette réflexion, c'est justement de penser, et c'est ça on va dire l'importance historique avant la lettre, avant son temps, de reconnaître son lieu, ou le lieu d'où il parle, et de reconnaître la subjectivité ou je sais pas, de reconnaître l'autre comme un être à part entière, c'est-à-dire un être complet et aussi c'est un premier pas pour reconnaître l'autre dans sa spécificité, dans ce qui lui est propre, sans les jugements hiérarchiques d'une culture meilleure que l'autre. D'accord? C'est plus ou moins dans ce sens qui avance la réflexion de Montaigne. Et je pense que de ce ouais, il y avait aussi cet autre extrait. 2 secondes. Je crois que je le finis ici. Ouais, voilà. Donc, voilà. Et donc, pour terminer, des cannibales, nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu regard ou égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie.
Leur guerre est toute noble et généreuse et a autant d'excuses et de beauté que cette maladie humaine en peut précevoir. Elle n'a autre fondement parmi eux que la seule jalousie de la vertu. Ils ne sont pas en débat de la conquête des nouvelles terres, car ils jouissent encore de cette liberté naturelle qui les fournit, sans travail et sans peine, toutes choses nécessaires, en telle abondance qu'ils n'ont que faire d'agrandir leur vie. Ils sont encore en ce heureux point de ne désirer qu'autant que leur nécessité naturelle leur ordonne. Tout ce qui est au-delà est superflu pour eux. Et donc ici, nous avons cette thèse, ou cet argument que les Européens seraient plus barbares que les indigènes américains retrouvés ici. N'est-ce pas? Donc, vous voyez ici, nous avons ici, cet essai est un essai peut-être un peu plus dont le sujet est externe. Donc, nous avons ici un Montaigne qui réfléchit sur quelque chose externe à lui. Ça, c'est un côté de Montaigne dans les essais. D'accord? Il se propose à penser du point de vue personnel sur quelque chose qui est externe. D'accord? Je l'ai dit pour passer à l'essai suivant. Est-ce que vous avez quelque chose à commenter par rapport à cet essai des cannibales? Oui ou non? Bon, il paraît un peu de la colonisation. Je ne sais pas, mais pour moi, le langage, c'est très difficile. Mais alors, je pense que c'est bon. D'accord. Oui, parce que je préférais garder ces français moyens. Mais je sais que si on prend les éditions en français contemporain, ce sera plus facile. D'accord? Mais comme j'avais les extraits choisis dans la première version, dans la première édition, je suis pas allé chercher dans les autres éditions. Je vous laisse le faire, d'accord? Si vous voulez lire dans les autres éditions en français moderne, c'est pas grave, d'accord? Juliane, tu veux dire quelque chose? Ah oui, je voulais faire un commentaire comme, en tant que lectrice, parce que moi, je sens que c'est vraiment incroyable la réflexion qu'il mène dans le texte, surtout par rapport à son époque. Je dirais même qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ou à penser comme ça. Donc, je trouve extraordinaire la capacité de Montaigne de réfléchir de cette manière. Oui, de quitter sa place et de se regarder de manière critique, oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Ouais. Et d'une certaine façon, un des arguments de Costa Lima dans ce livre, Les mythes d'Avos, c'est justement la capacité, c'est qu'on peut appeler, ou on appelle dans une certaine littérature philosophique, de se replier, c'est-à-dire cette capacité de se regarder, et donc quand on parle de cette idée de se replier sur soi-même, c'est l'idée d'être capable de se regarder de manière critique comme si on regardait un autre, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est un des aspects qui fait ou qui démontre la génialité de Montaigne. C'est d'être... moi, j'aime pas... il y a quelques-uns qui sont critiques à cette idée de être avant son temps.
parce que il appartient à son temps aussi. Mais c'est de la capacité de ne pas suivre les courants, la pensée courante de l'époque. Et donc, peut-être, il vaut mieux, au lieu de dire avant son temps, c'est d'être différent de l'opinion courante de son temps. Parce que si on pense de manière historique, c'est-à-dire que l'époque était capable de produire quelqu'un comme lui. Oui, parce que sinon, on construit une idée d'un personnage hors commun, d'un personnage je ne sais pas, d'un personnage qui avait quelque chose qui qui était surnaturel. Et je ne le dis pas seulement par rapport à Montaigne, je dis par rapport à tout grand écrivain. Parfois, on construit cette image des génies artistiques, qu'ils sont différents, qu'ils sont très différents de nous. Et pas forcément. Peut-être il y a quelque chose de personnel, une capacité personnelle, mais aussi ils sont des gens comme nous. Comme je disais mardi par rapport à Montaigne, il y a quelque chose, et il y a même des parties dans ces essais dans lesquels il nous raconte des choses triviales de sa vie. Et par exemple, dans la préface de Gide, d'une de ces éditions que j'ai partagées hier avec vous, il disait que, d'accord, il y a quand Montaigne dit qu'il va parler de soi et ce qui lui intéresse, c'est soi-même, qui l'intéresse, c'est lui-même, il va même nous donner des informations sur lui, comme celle-là mise en relief par Gide dans la préface, quand il dit qu'il est capable de retenir ses os pour 10 heures. Retenir ses os pour 10 heures. C'est-à-dire, en portugais, je dirais, il est capable de segurar o xixi por 10 horas. Vous voyez, il est tellement présent dans son texte comme une personne normale qu'il partage avec nous des informations sur son corps. Donc, ça, c'est intéressant pour ne pas construire le personnage comme quelque chose ou quelqu'un de hors commun. D'accord? Mais, cela dit, je suis d'accord avec toi que c'est impressionnant de voir quelqu'un de produire une réflexion qui est différente de l'opinion courante de son époque. Et ça, c'est important quand on pense comme ça, parce que l'opinion courante, elle met du temps à changer. Et peut-être, c'est peu à peu que, je ne vais pas dire que Montaigne tout seul est responsable pour ces changements d'opinion, mais on voit à partir plus ou moins d'un changement de vision du monde, on va aussi aller chercher dans des personnages comme Montaigne les fondations ou les fondements pour soutenir une autre vision du monde. Et quand je dis ça, je pense par exemple à la vision décoloniale que nous avons aujourd'hui. Quand on commence aujourd'hui à avoir une opinion courante, critique à la colonisation des esprits, à la colonisation académique, etc., c'est parce qu'on a construit peu à peu un changement d'opinion courante, d'opinion publique, etc. Mais assez souvent, ça se fait peu à peu à partir d'une opinion différente, une autre et une autre. Vous voyez, au moins c'est comment je comprends ce genre de phénomène social.
d'accord? Il y a tout un effort de résistance et de lutte pour changer certaines opinions courantes, d'accord? Je ne veux pas réduire la valeur de Montaigne non plus. J'essaye aujourd'hui de mettre en relief la valeur ou les caractéristiques de Montaigne. Donc, je cherche ici le texte suivant. C'est à la page 219. Si je ne me trompe pas, c'est l'essai des livres. Voilà. Ça, c'est déjà un texte que j'aime bien du côté littéraire. Donc, nous avons ici des livres. C'est le titre de ce chapitre 10. Et j'avance à la page suivante. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai eu le souci de choisir un essai du premier tome, un essai du deuxième tome et un essai du troisième tome, parce qu'il y a une transformation de Montaigne dans tout au long de ces essais. C'est parce que ça suit plus ou moins la chronologie d'écriture et on voit au fur et à mesure un Montaigne plus à l'aise avec sa tâche de se raconter, de raconter sa vie, de raconter ses opinions. D'accord? Raison pour laquelle, par exemple, des cannibales, nous avons quelqu'un qui se met dans les textes, il y a un jeu qui parle dans les textes, mais il parle d'idées externes. Et ici, on va avoir déjà quelqu'un qui va dire que l'intérêt de ce texte que j'écris, c'est moi-même. Ce n'est pas une idée externe. D'accord? Il y a cette mise en scène du sujet et de la représentation de soi-même. D'accord? C'est le côté que je rapproche de l'autobiographie. Parce que toute autobiographie, on se raconte d'une certaine façon, n'est-ce pas? Et donc, nous avons ici Montaigne qui commence. Je ne fais point, ou je ne fais pas de doute, qu'il ne m'advienne souvent de parler des choses qui sont mieux traitées chez les maîtres du métier et plus véritablement. C'est ici purement l'essai de mes facultés naturelles et nullement des acquises. Ici, c'est intéressant parce qu'il va faire cette différence entre mes facultés naturelles et pas des facultés acquises. Comme je disais, c'est un pli du sujet sur soi-même, un pli en portugais, uma dobra, du sujet sur soi-même, pour penser, pour se penser en tant qu'objet, on va dire comme ça. Mais il faut dire ici, quand il dit, c'est ici purement l'essai de mes facultés naturelles et nullement acquises, c'est comme si il cherchait ce qu'il y a de plus naturel chez lui, qui n'est pas du côté de la culture, qui n'est pas du côté de l'acquisition. D'accord? Donc, il cherche ce qu'il y a de plus propre, de plus naturel, même si aujourd'hui, de manière un peu plus critique, on reconnaît que nous sommes un fruit de la biologie, de la société, de la famille, etc. Mais lui, au XVIe siècle, cherchait à trouver ou à nous exposer ses facultés naturelles. Et il continue, et qui me surprendra d'ignorance, il ne fera rien contre moi, car à peine répondrai-je à autrui de mes discours, et qui ne m'en répond point à moi, ni n'en suis satisfait. Qui sera en cherche de science, c'est la pêche où elle se loge. Il n'est rien de quoi je fasse moins de profession. Ce sont ici mes fantasies par lesquelles je n'attache point à donner à connaître les choses,
mais moi. Donc, ce qu'il donne à connaître, ce n'est pas les choses, c'est soi-même. Donc, une clé de lecture de Montaigne, c'est que même quand il parle d'autres choses, il veut parler de soi-même ou il veut connaître soi-même ou il veut montrer soi-même. D'accord? Et puis, plus en bas, j'ai ici ainsi, je ne plevis aucune certitude, si ce n'est de faire connaître jusqu'à quel point monte sur cette heure la connaissance que j'en ai, qu'on ne s'attende pas aux matières, mais à la façon que j'y donne, donc à la façon qu'il donne, à la façon qu'il montre, qu'on voit en ce que j'emprunte, si je suis choisir de quoi rehausser ou secourir proprement l'invention qui vient toujours de moi. Donc, vous voyez ici, dans ce début de texte, qu'il se montre, il se pose dans les textes. Il ne parle pas de choses extérieures. Et on continue ici. Voilà, je vais mettre en évidence cet extrait avec la flèche, mais j'entre ici aussi. De ceci suis-je tenu de répondre, si je m'empêche moi-même, s'il y a des vanités et vices en mes discours, que je ne sente point, et ou que je ne sois capable de sentir en me les représentant. Vous voyez ici, c'est pour ça que j'aime bien lire et commenter, pour arrêter à chaque phrase, et d'essayer aussi de comprendre la difficulté du français de l'époque. Mais on voit ici dans cette première phrase, de ceci suis-je tenu de répondre, si je m'empêche moi-même, si de la vanité et vice en mes discours, que je ne sente point, pas, que je ne sente pas, ou que je ne sois capable de sentir en me les représentant. Donc, il dit ici, s'il y a de la vanité, s'il y a du vice dans mon discours, je ne le fais pas exprès. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui essaye de se regarder critiquement. D'accord? C'est plus ou moins ce qu'il dit, c'est plus ou moins comme si on disait je m'excuse, si j'ai été grossier avec vous, ce n'était pas mon intention. D'accord? Ou un autre exemple. Si je me montre, nous avons une expression en français, si je m'évente, ou une expression un peu plus vulgaire, si je me la pète, je m'excuse, ce n'était pas mon intention. C'est-à-dire, c'est vanter de quelque chose en français, c'est en portugais comme on dit, se gabar de quelque chose. N'est-ce pas? Donc, ce qu'il nous dit, c'est si il laisse voir de la vanité ou je vice dans ses discours, il ne sent pas parce qu'il n'est pas capable, il ne sent pas ou il n'est pas capable de sentir. Mais ça échappe à son intention. D'accord? Donc, ça c'est intéressant. Ça semble peut-être banal, mais ça c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, dit quelque chose qui sera très fort dans la psychanalyse après. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans mon discours qui m'échappe. Et donc, il était déjà conscient, quelques siècles avant Freud, qu'il y a des choses dans nos discours qui nous échappent. Par exemple, pour vous donner encore un exemple, un autre exemple, aujourd'hui, on parle assez souvent de sexisme ou de machisme. Et on parle assez souvent du besoin de la déconstruction de la masculinité toxique, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qui est dans les débats aujourd'hui.
Et parfois, on peut se dire un homme déconstruit et on reproduit un comportement misogyne, machiste. Mais parfois, on le fait sans se rendre compte, tellement on est inséré dans ces discours misogynes, sexistes. Donc, vous voyez, et je peux le dire, il y a quelque chose qui m'échappe dans ces discours. Consciemment, quand je pense à mon discours, je ne veux pas reproduire des arguments ou des informations ou des comportements misogynes, mais ça m'échappe et parfois je le fais. Et ce que Montaigne nous fait voir ici, c'est que quelques siècles avant, il était déjà capable de se rendre compte qu'il y a des choses dans son discours qui l'échappent. Et il continue ici, car il échappe souvent des fautes à nos yeux. Mais la maladie du jugement consiste à ne les pouvoir apercevoir. Lorsqu'un autre nous le découvre, la science et la vérité peuvent loger chez nous sans jugement, et le jugement, il peut aussi être sans elle. Voir la reconnaissance de l'ignorance est l'un des plus beaux et les plus sûrs témoignages de jugement que je trouve. Donc, reconnaître notre propre ignorance, c'est, selon lui, un des plus beaux et des plus sûrs témoignages de jugement que je trouve. En fait, Socrate disait déjà ça, n'est-ce pas? Je sais que je ne sais rien. Eu sei que nada sei, hein? Só sei que nada sei. C'est de reconnaître son ignorance. Il y a aussi, dans le même sens, quelque chose qui, si je ne me trompe pas, c'était Mário de Andrade qui disait ça. Ce dont je suis spécialiste, c'est ce dont je le connais le moins. Ce dont je suis un spécialiste, c'est ce dont je connais le moins. N'est-ce pas? En traduisant, ce serait comme no que eu sou especialista é aquilo que eu menos sei. Parce que, d'une certaine façon, quand on est spécialiste en quelque chose, on a conscience des limites de notre connaissance ou de nos connaissances. N'est-ce pas? Et encore, dans la même idée, já não sou mais criança a ponto de saber tudo. C'est le vers de Légion urbane, n'est-ce pas? Et quand on est jeune, quand on est enfant, il y a cette certitude dans les discours comme si on savait, comme si on connaissait tout. Donc, il continue ici pour terminer. Je n'ai point d'autre sergent des bandes à ranger mes pièces que la fortune. La fortune, c'est un concept important pour l'époque aussi. On va le retrouver chez Machiavel. La vertu et la fortune. La fortune, c'est dans ces cas un côté plus propre à la destinée, au destin, qui nous échappe, qui vient de l'extérieur. Donc, la fortune. À même que les rêveries se présentent, je les entasse. Tantôt, elles se pressent en foule, tantôt, elles se traînent à la file. Je veux qu'on voit mon pas naturel et ordinaire, ainsi détraqué qu'il est. Je me laisse aller comme je me trouve. Aussi ne sont ce point ici matière qu'il ne soit pas permis d'ignorer et d'en parler casuellement et témérairement. Donc, vous voyez que ici, le contenu, le sujet du paragraphe, c'est lui-même. Il parle de ses limites de connaissances. Et ensuite, je souhaiterais avoir plus parfaite intelligence des choses, mais je ne leur veux pas acheter si cher qu'elle coûte. Mon dessein, mon objectif est de passer doucement et non laborieusement ce qui me reste de vie. Il n'est rien pourquoi je me veuille rompre la tête. Non pas pour la science,
Et science ici plutôt comme connaissance, comme connaissance, conhecimento. Non pas pour la science de quelque grand prix qu'elle soit. Je ne cherche au livre qu'à m'y donner du plaisir pour un honnête amusement. Ou, si je te dis, je n'y cherche que la science, la connaissance, qui traite de la connaissance de moi-même et qui m'instruise à bien mourir et à bien vivre. Et l'idée de bien vivre, c'est un concept aussi important pour cette époque de Montaigne. Ce concept, je vous ai parlé du concept de honnête homme ou honnête homme, de faire la liaison, mais il y a cette idée ou cette notion du bien vivre. Et ce que on peut retirer des essais de Montaigne, c'était cet effort personnel du bien vivre, c'est-à-dire de prendre plaisir dans la vie, prendre plaisir dans les activités simples comme la promenade, la lecture, etc. Donc la nourriture même, parce que quand il parle de nourriture, il ne peut pas parler de... ce n'est pas un snobisme, mais plutôt le partage d'un plaisir retrouvé dans la cuisine, dans la nourriture. Et donc, vous voyez que, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà midi, mais vous voyez que il introduit la discussion ici de cet essai en parlant de soi-même, mais pour parler de ce qu'il retire de lecture qu'il fait. Pourquoi il se retire de la vie sociale pour se consacrer à la lecture et qu'est-ce qu'il cherche quand il lit des livres. C'est de se donner un plaisir honnête, d'un honnête amusement et de chercher à connaître soi-même, de s'instruire pour bien mourir et bien vivre. D'accord? Laissez juste voir s'il y a d'autres choses intéressantes ici dans cet essai. Non. Oui, c'est intéressant, mais on peut se passer. Non, ça va. Je pense que ça va. Non, ça va. Non, ça va. Parce que comme ça, vous voyez le principe de base de cet essai spécifique sur les livres, c'est quelque chose de... Quel est son rapport à la lecture, quel est son rapport à la connaissance, quel est son rapport au livre de manière générale. Et c'est intéressant, là, pour finir, vraiment finir, on parle, c'était Héloïse qui avait dit, il y a 2 semaines, que Montaigne vivait dans sa tour d'ivoire, renfermé dans son château. Oui, c'est vrai, mais c'est intéressant aussi de voir quelqu'un au XVIe siècle qui avait sa propre bibliothèque, et ça montre aussi un côté noble, social, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, ce n'était pas un côté de snobisme, mais plutôt la recherche de bien vivre et de bien s'amuser. D'accord? Ça, c'est le message le plus important.
Et donc, pour terminer, aujourd'hui, c'était le dernier cours sur Montaigne. Donc, c'était juste un aperçu, mais je vais quand même vous donner une activité sur Montaigne. D'accord? Et je vais vous indiquer peut-être la lecture d'un essai court, une page ou deux, et je vais vous proposer une question de réflexion à propos de Montaigne. Et ce week-end, je vais faire de mon mieux pour enregistrer une vidéo sur la période du XVIe siècle et parler de l'humanisme, de Rabelais et de Montaigne, et aussi de la Pléiade. C'est quelque chose, un mouvement important qui fonde les bases de ce mouvement de l'humanisme. Et comme ça, je vais vous montrer un poème ou deux du Bellay, Joachim du Bellay, un poète de cette époque très intéressant. Et comme vous savez, tous ces écrivains de cette époque, comme je disais par rapport au cannibale, l'essai de Montaigne, cette capacité à voir l'autre dans son individualité. La plupart d'écrivains qu'on connaît de cette époque, c'était des nobles, des gens bien mounis, bien favorisés, parce que c'est ça. C'était les gens qui avaient accès à l'éducation, à la capacité de lecture, etc., et aux livres. Ça, c'est une information importante aussi parce que il faut penser que l'imprimerie moderne de Gutenberg a été développée peu avant. Donc, les livres étaient encore chers. Et la plupart des livres disponibles, ce n'étaient pas des livres imprimés, mais des livres recopiés. N'est-ce pas? Voilà. Des questions? Ou non? On termine là. Je vois s'il y a des messages. Prof, pour la prochaine classe, c'est pas le livre de Candide, n'est-ce pas? Non. Les prochaines classes seront sur le XVIIe siècle. Donc, je vais parler de La Rochefoucauld et de Madame de Sévigné. Donc, on va parler des maximes morales. C'est facile à lire. Je vais vous donner quelques extraits à lire. Et de lettres de Madame de Sévigné. Je vérifie après, mais Candide, c'est pour fin mars ou avril, je ne sais pas. Donc, vous avez encore un moment pour lire Candide. D'accord? Prof, une autre question. Tu vas publier dans le canal général pour quel extrait que je dois lire, qu'on doit lire? Tu dis par rapport à La Rochefoucauld et Madame de Sévigné? Oui, quelle page? C'était aujourd'hui ou mardi? Le prochain cours, c'est jeudi prochain. Ah, d'accord, parfait. Donc, c'est je vous dis là le jour exact. D'accord. C'est le 11 mars. 11 mars, d'accord. Voilà. OK. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser sur le chat et sur le canal général de Teams. D'accord? Bon, j'arrête ici l'enregistrement de ce cours. Et dans l'après-midi, je le laisse sur YouTube.